Des artefacts composés d'alliages inconnus. D'abord l'idée de créer cette technologie, ensuite la capacité de la fabriquer concrètement. Cet objet unique nous a obligés à repenser entièrement l'histoire de la technologie. D'étranges objets venus de l'espace, des livres écrits dans des langues jamais vues auparavant. Et si notre incapacité à expliquer tout cela était due à une origine extraterrestre? Voici les découvertes de scientifiques russes qui ont laissé le reste du monde perplexe. Numéro 15. Minéraux météoritiques de la mer Morte. En 2021, une équipe internationale de chercheurs étudiant des roches près de la mer Morte a fait une découverte qui a immédiatement soulevé un problème géologique. Caché dans les échantillons se trouvait un minéral appelé alabagdanite, l'un des minéraux les plus rares jamais identifiés sur Terre. Cette découverte était déjà inhabituelle en soi, mais elle l'a été encore plus lorsque les scientifiques ont réalisé où elle avait été trouvée. Cette découverte a été menée par le minéralogiste russe Sergueï Bridvin de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, en collaboration avec des chercheurs italiens, allemands et américains. Avant cette découverte, l'alabogdonite n'avait été trouvé qu'à l'intérieur de météorites. Ce minéral est extrêmement difficile à former car il requiert une pression immense d'environ 25 gigapascales. Pour se représenter cette pression extrême, elle est environ 250 000 fois supérieure à la pression atmosphérique que l'on subit au niveau de la mer. De telles conditions n'existent que dans quelques environnements connus. L'un d'eux est l'impact violent d'une météorite sur une planète. L'autre se situe au cœur du manteau terrestre, à des centaines de kilomètres sous la surface. Dans les deux cas, la pression est suffisamment intense pour réorganiser la structure atomique des minéraux en des formes qui ne peuvent normalement pas exister près de la surface. Le problème est que la région de la mer Morte ne correspond à aucun de ces scénarios. Il n'existe aucune preuve confirmée d'un impact de météorite majeur à proximité de ce site. De plus, aucun lien géologique ne relie les roches au manteau profond de la Terre. Le minéral est apparu dans des formations de surface ordinaires. Selon les connaissances géologiques actuelles, il n'aurait pas dû se trouver. Ce qui rend cette découverte encore plus étrange, c'est l'histoire même de l'alabogdonite. Ce minéral a été identifié pour la première fois en 1997 dans la région de Iakoutie, en Sibérie, par des chercheurs russes. À l'époque, les scientifiques pensaient qu'il provenait d'une météorite, car aucun processus terrestre connu ne pouvait le produire près de la surface. Or, l'échantillon de la mer Morte semblait être d'origine terrestre. Cette possibilité a soulevé une question bien plus vaste. Si l'alobagdanite peut se former naturellement sur Terre, sans impact de météorite ni pression mantélique, alors il se pourrait que des processus géologiques se déroulent sur notre planète, encore inexpliqués par les scientifiques. Certains chercheurs ont suggéré que ce minéral aurait pu se former lors d'un ancien événement tectonique impliquant une pression localisée extrême. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un type d'impact, jusqu'alors inconnu, ayant laissé peu de traces. À ce jour, aucune explication ne rend pleinement compte de ces observations. Contrairement à de nombreux mystères liés à l'histoire ancienne ou au folklore, celui-ci est moderne, documenté et toujours d'actualité. Cependant, la prochaine découverte sur cette liste est bien plus inquiétante et reste un mystère que les scientifiques n'ont pas encore réussi à percer. Numéro 14. L'incident OVNI de Téhéran de 1976. Peu après minuit le 19 septembre 1976, les habitants de Téhéran ont commencé à inonder les autorités locales d'appels, signalant un étrange objet lumineux planant au-dessus de la ville. Dans un premier temps, les responsables ont pensé à une étoile ou à un avion civil. Mais lorsque les rapports sont parvenus au général Yousefi de l'armée de l'air iranienne, ce qu'il a vu l'a convaincu et il a ordonné une intervention militaire immédiate. Le capitaine Mohammad Reza Azizkhani a décollé à bord d'un F-4 Phantom. Alors qu'il s'approchait à environ 46 km de l'objet, tous les instruments de son appareil sont tombés en panne simultanément. Sa radio s'est coupée, la navigation a cessé de fonctionner et le cockpit s'est plongé dans l'obscurité. Dès qu'il a fait demi-tour, tout est revenu à la normale, comme si l'avion avait franchi une sorte de frontière invisible. Supposant que la première panne était d'origine mécanique, l'armée de l'air iranienne a dépêché un second F-4 Phantom.
Cette fois, la rencontre a pris une tournure encore plus étrange. Le lieutenant Parviz Jafari est parvenu à s'approcher suffisamment pour détecter l'objet au radar aéroporté. Il le décrivit plus tard comme étant de taille similaire à un Boeing 747, bien que son éclairage et ses mouvements ne ressemblassent à ceux d'un avion conventionnel. La situation s'envenima alors. Un objet lumineux plus petit se détacha de l'appareil principal et tira directement sur son avion. Jafari était prêt à tirer un missile, mais à ce moment précis, son système d'armement s'arrêta complètement. Dès qu'il parvint à s'éloigner, il se remit en marche. Jafari rapporta également avoir vu un autre objet lumineux descendre vers le désert aux abords de Téhéran. Des témoins au sol affirmèrent plus tard avoir entendu un bruit sourd et vu un éclair lumineux à l'endroit où l'objet semblait avoir atterri. Des équipes de recherche fouillèrent les lieux. Le lendemain matin, aucune trace de débris, aucun cratère, aucune trace physique d'impact n'ont été trouvées. Près de 50 ans plus tard, l'incident de Téhéran reste l'une des rencontres militaires avec des ovnis les plus étudiées de l'histoire moderne, car une grande partie a été officiellement documentée. Mais voici maintenant dans cette liste un corps extraterrestre qui a disparu avant d'avoir pu être correctement documenté. Numéro 13. Oumuamua. En octobre 2017, des astronomes scrutaient le ciel depuis l'observatoire Haleakala à Hawaï lorsqu'ils ont repéré un objet jamais observé auparavant dans l'histoire de l'astronomie. Il s'agissait d'un objet long et étroit traversant notre système solaire, et il provenait manifestement d'ailleurs. Ils l'ont nommé Oumuamua, ce qui en hawaïen signifie « messager venu de loin, arrivé le premier ». Ce nom s'est avéré approprié, car il s'agissait du premier objet interstellaire confirmé jamais observé entrant dans notre système solaire depuis un autre système stellaire, et il a presque immédiatement soulevé des questions auxquelles personne ne pouvait répondre avec certitude. La plupart des objets dans l'espace suivent un comportement prévisible. Les comètes développent une queue lumineuse lorsque la glace se vaporise près du Soleil. Les astéroïdes, quant à eux, restent relativement stables et se déplacent sous l'effet de la gravité. Oumuamua ne correspondait à aucune de ces catégories. En suivant sa trajectoire, les astronomes ont découvert qu'il accélérait légèrement en quittant le système solaire. Quelque chose semblait le propulser. Étrangement, aucune queue de comète n'était visible, aucun nuage de gaz ne l'entourait, et aucune traînée de débris n'expliquait normalement cette accélération. Mais la situation est devenue encore plus confuse. Si certains chercheurs avançaient qu'Oumuamua était peut-être 10 fois plus long que large, d'autres suggéraient qu'il était peut-être plat et en forme de disque plutôt que de cigare. C'est alors que l'astrophysicien d'Harvard, Avi Loeb, est entré dans le débat. Loeb et son doctorant Shmuel Bialy ont publié un article suggérant que la lumière du Soleil elle-même aurait pu propulser l'objet par pression de radiation. Pour que cela soit possible, Oumuamua devrait être incroyablement fin. Comme une voile solaire, une technologie que l'humanité a déjà expérimentée pour la propulsion des futurs engins spatiaux. Loeb a ouvertement avancé une possibilité que de nombreux scientifiques hésitaient à évoquer. Oumuamua aurait pu être artificiel. Cette idée a immédiatement suscité la controverse au sein de la communauté scientifique. Les critiques soutenaient qu'il existait encore des explications naturelles possibles, notamment des théories impliquant de l'hydrogène gelé, de la glace d'azote ou un comportement inhabituel des comètes. Mais aucune de ces explications ne résolvait complètement le problème. Parallèlement, des ingénieurs ont proposé un concept connu sous le nom de projet Lyra, une mission ambitieuse visant à rattraper Oumuamua avant qu'il ne disparaisse dans l'espace profond. Mais l'objet se déplaçait trop vite. Au moment où des discussions sérieuses ont commencé, il avait déjà quitté le système solaire pour toujours. Aujourd'hui encore. Oumuamua reste l'un des objets les plus étranges jamais détectés près de la Terre. Numéro 12. Le manuscrit de Voynich. Conservé dans la bibliothèque Bienneke de livres rares et de manuscrits de l'université Yale, un livre a déjoué les historiens, les cryptographes, les linguistes et les ordinateurs pendant plus d'un siècle. Il s'agit du manuscrit de Voynich et personne sur Terre ne peut le déchiffrer. Le manuscrit long d'environ 240 pages est rempli d'un texte manuscrit dense, écrit dans une écriture unique en son genre.
Ce système d'écriture étrange, désormais le Pinitchesa, ne correspond ni au latin, ni à l'arabe, ni à l'hébreu, ni à aucune langue ancienne connue. Pourtant, il ne se comporte pas non plus comme ces langues. Et pourtant, il ne s'agit pas non plus d'un charabia incompréhensible. C'est ce qui rend le manuscrit si troublant. Il suit de véritables schémas linguistiques. L'écriture se lit naturellement de gauche à droite. Certains caractères apparaissent uniquement au début des mots, d'autres uniquement à la fin. Des études statistiques ont montré que l'écriture possède une structure, un rythme et une prévisibilité caractéristique d'une langue authentique ou d'un message codé. Mais personne n'a encore réussi à déchiffrer une seule phrase avec certitude. Les illustrations à l'intérieur du livre sont tout aussi étranges. On y trouve des dessins de plantes qui n'existent pas sur Terre, des racines d'une espèce attachées à des feuilles d'une autre, avec des fleurs d'une troisième. On y trouve également des diagrammes circulaires représentant des formations d'étoiles qui ne correspondent à aucune constellation connue. On y trouve des images de femmes se baignant dans des bassins verts reliés par des tubes à des structures d'apparence biologique. Rien de tout cela n'a été expliqué. Pendant des décennies, on s'est demandé si le manuscrit n'était pas tout simplement un canular élaboré. Cette théorie a été considérablement affaiblie en 2009, lorsque la datation au radiocarbone effectuée à l'Université d'Arizona a confirmé que le parchemin datait de la période comprise entre 1404 et 1438. L'encre et le style d'écriture semblent également correspondre à cette époque. Depuis, certains des meilleurs cryptanalystes du monde ont tenté de le déchiffrer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des cryptographes militaires ont étudié le manuscrit sans succès. Ces dernières années, des méthodes de cryptanalyse artificielle ont été utilisées. Des spécialistes des systèmes d'intelligence artificielle et des linguistes informaticiens ont analysé sa structure sans toutefois parvenir à une traduction confirmée. Plusieurs chercheurs ont annoncé des percées au fil des ans, mais chaque affirmation majeure a fini par s'effondrer sous l'effet d'un examen approfondi. Aujourd'hui, le manuscrit est catalogué sous la référence MS408 AIL, où chaque page a été numérisée et mise en ligne pour le public. Des millions de personnes l'ont examiné. Des milliers ont tenté de le déchiffrer. Et après tout ce temps, l'humanité ignore toujours ce que dit le livre qu'il a écrit et pourquoi il a été créé. Il semble que les scientifiques ignorent encore beaucoup de choses sur cette civilisation antique, comme le révèle la découverte suivante. Un chef-d'œuvre d'ingénierie encore plus stupéfiant. Numéro 11. Le mécanisme d'Anticythère. En 1900, des plongeurs d'éponges explorant les fonds marins près de l'île grecque d'Anticythère ont remonté un objet provenant d'une ancienne épave qui ressemblait au premier abord à un morceau de bronze corrodé. Pendant des décennies, il est resté largement ignoré dans les réserves du Musée archéologique national d'Athènes, les chercheurs le considérant comme un simple débris de l'épave. Puis, dans les années 1950, l'historien britannique Derek de Sala Price a utilisé l'imagerie par rayon X pour l'examiner. Sa découverte a bouleversé l'histoire de la technologie humaine. Dissimulé sous la corrosion, se trouvait un système complexe d'engrenages en bronze finement travaillé, assemblé avec une précision extraordinaire, logé dans ce qui devait être un boîtier en bois de la taille d'une boîte à chaussures. L'appareil était un calculateur à manivelle, dont la construction s'est avérée dater de 150 à 100 avant notre ère. Il suffisait de régler une date sur le cadran de tourner la manivelle, et il calculait les positions du Soleil, de la Lune et des 5 planètes connues des astronomes de l'Antiquité. Elle prédisait les éclipses solaires et lunaires, suivait les cycles des jeux de la Grèce antique et modélisait les subtiles variations de l'orbite lunaire grâce à un mécanisme à fente et goupille que les ingénieurs modernes qualifient de génial. Surtout pour une machine créée il y a plus de 2000 ans. On l'a connue sous le nom de mécanisme d'Anticythère. Certains experts ont comparé sa complexité à celle des horloges astronomiques médiévales qui n'apparaîtront en Europe que plus d'un millénaire plus tard. C'est cet écart qui rend la découverte si troublante. Rien d'autre dans le monde antique n'égale le mécanisme d'Anticythère en termes de sophistication mécanique. Ces dernières années, les chercheurs ont continué à reconstituer la machine grâce à l'imagerie 3D avancée et à la modélisation informatique. Plus les scientifiques l'étudient, plus l'histoire devient étrange,
car son mécanisme révèle une possibilité inquiétante concernant le monde antique. Si les ingénieurs grecs pouvaient construire quelque chose d'aussi avancé en 100 avant notre ère, combien de connaissances ont été définitivement perdues pour l'histoire? Numéro 10. Le signal WOW. Dans la nuit du 15 août 1977, un événement se produisit qui, près de 50 ans plus tard, continue de fasciner les scientifiques. Le docteur Jerry Hammond était assis à une table, examinant des impressions papier du radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio, un télescope qui scrutait discrètement le ciel à la recherche de signes de vie extraterrestres depuis 1973. Sa tâche était parfaitement routinière, mais cette nuit-là fut différente. Alors qu'il examinait les impressions, une séquence de chiffres et de lettres attira immédiatement son attention. Le code était 6EQUJ5, un signal si exceptionnellement fort qu'Hammond l'entoura d'un stylo rouge et écrivit un seul mot à côté. Wow! Cette note manuscrite allait devenir l'un des moments les plus célèbres de l'histoire de l'exploration spatiale. Le signal semblait provenir de la constellation du Sagittaire et dura exactement 72 secondes. Ce détail était crucial, car 72 secondes représentaient la durée maximale pendant laquelle le radiotélescope Big Ear pouvait observer un point du ciel en continu avant que la rotation de la Terre ne le fasse sortir de son champ de vision. Plus étrange encore, le signal correspondait exactement au schéma attendu par les scientifiques pour une véritable transmission provenant de l'espace lointain. Faible au départ, il gagnait progressivement en intensité, atteignait un pic, puis s'estompait lentement à mesure que le télescope dérivait à proximité. Ce qui a véritablement stupéfié les chercheurs, c'était la fréquence. La transmission a été détectée aux alentours de 1420 MHz, plus connue sous le nom de ray de l'hydrogène. Pendant des décennies, les scientifiques ont pensé que si une civilisation intelligente souhaitait envoyer un message à travers l'espace, cette fréquence serait logique à utiliser, car l'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers, et toute civilisation intelligente le connaîtrait. Pour émettre un signal aussi puissant, la source aurait nécessité une énergie bien supérieure à celle de la plupart des transmissions radio de l'époque. Pourtant, malgré sa puissance, le signal n'est jamais réapparu. Au fil des ans, les astronomes ont exploré à maintes reprises la même région de l'espace avec des équipements plus performants, mais sans succès. Certains scientifiques ont suggéré par la suite que le signal pouvait provenir d'un nuage d'hydrogène entourant une comète de passage. Mais cette explication ne correspondait pas entièrement au moment, à la position, ni à l'intensité de la transmission. Le mystère demeure donc entier. Pendant 72 secondes, un signal suffisamment puissant pour traverser l'espace et atteindre la Terre a été émis. Puis il a complètement disparu. Et à ce jour, personne ne peut expliquer avec certitude ce qu'il a émis. Numéro 9, la pile de Bagdad. En 1936, en examinant des artefacts conservés au Musée national d'Irak, l'archéologue allemand Wilhelm König remarqua quelque chose d'inhabituel sur une petite jarre en argile découverte près de Bagdad. À première vue, elle ne semblait pas particulièrement importante. L'objet ne mesurait qu'environ 13 cm de haut et datait d'entre 200 avant notre ère et 300 de notre ère, durant la période parthe ou le début de la période sassanide. Mais à l'intérieur de la jarre se trouvait un assemblage de matériaux soigneusement agencés qui attira immédiatement l'attention de König. Il y avait un cylindre de cuivre scellé avec de l'asphalte, et à l'intérieur de ce tube de cuivre se trouvait une tige de fer. Pour König, cet agencement avait une étrange ressemblance. La structure ressemblait fortement à une simple pile galvanique, le principe de base d'une batterie. Il proposa que si le bocal était rempli d'un liquide acide, comme du vinaigre, du jus de raisin fermenté ou du vin, le fer et le cuivre créeraient un faible courant électrique par réaction chimique. L'idée parut absurde à de nombreux historiens de l'époque. Après tout, l'histoire communément admise de l'électricité situe l'invention de la première véritable pile en 1800, lorsque le physicien italien Alessandro Volta créa la pile voltaïque. Mais des chercheurs décidèrent alors de tester la théorie de König. Au fil des décennies, plusieurs équipes indépendantes
construisirent des répliques de la pile dite de Bagdad en utilisant les mêmes matériaux que l'original. Les résultats furent surprenants. L'ajout de liquides acides dans les bocaux produisait systématiquement une tension mesurable, généralement entre 0,5 et 1,5 volts, insuffisante pour alimenter les appareils électroniques modernes. Cette tension permettait néanmoins de réaliser des processus électrochimiques simples. L'une des expériences les plus célèbres fut menée par le chercheur allemand Arne Hegebrecht au musée Romer-Pilesius. À l'aide d'une version reconstituée de l'appareil rempli de jus de raisin, il aurait réussi à déposer par électrolyse une fine couche d'or sur un petit objet après plusieurs heures. Cette expérience suggère que les artisans de l'Antiquité auraient pu découvrir, accidentellement ou intentionnellement, une application pratique de l'électricité près de 2000 ans avant que la science moderne ne la décrive formellement. Qu'il ait été conçu intentionnellement ou non, un individu en Mésopotamie antique a construit un objet fonctionnant comme une pile plus de 1000 ans avant que le monde moderne ne soit supposément témoin de la découverte de l'électricité. Parallèlement, l'Inde ancienne racontait l'histoire d'une machine volante avant même l'invention de l'avion. Numéro 8. Les Vimanas de l'Inde ancienne. Des milliers d'années avant l'existence des avions, des fusées ou de la guerre moderne, les anciens, les textes indiens décrivaient des machines volantes capables de parcourir de vastes distances dans le ciel. Ces machines étaient appelées Vimana. On en trouve mention dans plusieurs textes sanscrits, notamment dans des passages des Védas, du Mahabharata et d'épopées hindoues plus tardives. Les descriptions varient, mais beaucoup présentent les Vimana comme des véhicules aériens propulsés par des moteurs à vortex de mercure et l'énergie solaire, capables de se déplacer verticalement, de faire du surplace, d'atteindre des vitesses incroyables et parfois d'emporter des armes dévastatrices, produisant des éclairs aveuglants, des ondes de choc et une chaleur capable d'anéantir des armées entières. Dans certaines traductions du Mahabharata, les survivants sont décrits comme souffrant de symptômes que les lecteurs modernes comparent souvent à une exposition aux radiations. Chute de cheveux, chaleur intense et eau contaminée. La plupart des historiens ont traditionnellement interprété ces récits comme relevant de la mythologie du symbolisme ou de l'exagération poétique. Les cultures anciennes du monde entier décrivaient des dieux volant dans le ciel et maniant des armes puissantes. Pendant des siècles, les récits des Vimana ont été considérés dans la même catégorie. Puis les archéologues ont commencé les fouilles de Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro était l'une des plus grandes villes de l'ancienne civilisation de la vallée de l'Indus, située dans l'actuel Pakistan. Lorsque les fouilles ont atteint le niveau de la rue, les chercheurs ont découvert des dizaines de squelettes humains éparpillés dans les rues et les bâtiments. Certains semblaient s'être effondrés subitement sur place, plutôt que d'avoir été enterrés. Quelques-uns ont été trouvés proches les uns des autres, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles la ville aurait pu subir une catastrophe soudaine. Les chercheurs ont également identifié des zones où les briques et les matériaux présentaient des signes d'exposition à une chaleur extrême. À certains endroits, les surfaces semblaient avoir été chauffées à des températures suffisamment élevées pour produire des textures vitreuses. C'est là que la controverse a commencé. L'écrivain David Davenport et d'autres ont avancé l'hypothèse que Mohenjo-Daro aurait pu subir une explosion catastrophique semblable à une explosion nucléaire moderne. Des rapports datant de l'époque soviétique ont même fait état de niveaux de radiation anormalement élevés dans certains vestiges, bien que ces rapports n'aient jamais été vérifiés de manière indépendante selon les normes scientifiques modernes. Les archéologues reconnus contestent fermement la théorie de la destruction nucléaire. La plupart des experts soutiennent que les squelettes ne proviennent pas d'un seul événement et qu'ils ont été déposés au fil du temps. Ils soulignent également qu'aucun cratère d'explosion confirmé, aucun champ de débris radioactifs, ni aucune preuve matérielle d'une ancienne explosion nucléaire n'ont jamais été découverts sur le site. Pourtant, certaines questions restent sans réponse. Les chercheurs continuent de débattre de la manière dont certains matériaux de Mohenjo-Daro ont été exposés à de telles températures et des raisons pour lesquelles certaines parties de la ville semblent avoir été abandonnées relativement soudainement. L'étrange concordance entre les descriptions antiques d'armes aériennes dévastatrices et un site archéologique réel
soulève encore des questions complexes sur le déclin de cette civilisation. Numéro 7. La roue vieille de 300 millions d'années. En 2008, un mineur travaillant dans une usine de charbon à coke de la région de Donetsk, en Ukraine, a fait une découverte qui semblait impossible. Enfoui profondément dans une veine de roche, dans une couche de charbon que les géologues datent d'environ 300 millions d'années, se trouvait un objet qui ressemblait trait pour trait à une roue, avec ses rayons, sa jante et son moyeu. Il était parfaitement symétrique et présentait des motifs bien distincts. Un ouvrier l'a signalé. Une seconde formation similaire a été découverte peu après. Le propriétaire de la mine est alors intervenu, interdisant toute investigation supplémentaire et restreignant la diffusion d'informations. La découverte est restée classifiée et largement inconnue pendant plus d'une décennie, jusqu'à ce qu'un mineur la révèle finalement à un journal russe en 2020. C'est le contexte chronologique de cette découverte qui l'a transformée d'inhabituelle en profondément controversée. L'homme moderne n'existait pas il y a 300 millions d'années. Les dinosaures n'étaient même pas encore apparus. Leur existence remonte à seulement 5500 ans environ à l'ancienne Mésopotamie. Si l'objet était réellement artificiel, cela bouleverserait complètement tout ce que l'on sait de la civilisation humaine et de l'histoire de la vie sur Terre. Mais il y a un problème majeur avec cette histoire. L'objet n'a jamais été examiné indépendamment par la communauté scientifique. Très peu de documents officiels ont été rendus publics, et avec le temps, la mine elle-même a cessé ses activités. Les chercheurs ne disposaient donc que de quelques photographies et de témoignages indirects. Les géologues qui ont examiné les images par la suite ont suggéré que la roue pourrait être une concrétion naturelle, une structure géologique formée par l'accumulation de minéraux autour d'un point central dans une roche sédimentaire. Dans certaines conditions, ces formations peuvent produire des motifs circulaires ou radiaux qui ressemblent à des dessins artificiels. Cependant, les détracteurs de l'explication naturelle soulignent la symétrie inhabituelle de l'objet. De nombreuses concrétions géologiques sont irrégulières ou déformées, tandis que la formation de Donetsk semblait présenter des divisions en forme de rayons d'un équilibre remarquable. L'accès physique direct à l'échantillon original étant impossible, aucune analyse définitive n'a pu être réalisée. Et c'est là que réside le mystère. Qu'il s'agisse d'une illusion géologique extraordinaire ou de quelque chose de bien plus étrange. Les questions restées sans réponse concernant cette découverte et le secret qui l'a suivi sont devenues presque aussi fascinantes que l'objet lui-même. Numéro 6. Les tuyaux de Baigong. En 1996, des chercheurs explorant une zone reculée près du mont Baigong, dans la province du Qinghai, en Chine, ont fait une découverte pour le moins insolite. Un réseau de tuyaux métalliques incrustés dans la roche, disséminés sur le flanc de la montagne et s'étendant jusqu'à un lac salé voisin. Certains étaient aussi fins qu'un cure-dent, d'autres suffisamment larges pour qu'on puisse s'y glisser. Au premier abord, le site semblait presque industriel. Or, aucune civilisation connue n'était censée y avoir construit quoi que ce soit. La région de Baigong est isolée aride et en grande partie inhabitée. On n'y trouve aucune trace confirmée d'anciens établissements d'exploitation minière ou de grands chantiers de construction remontant à des milliers d'années. Pourtant, les rapports entourant la découverte affirment que certaines de ces formations tubulaires auraient environ 5000 ans. Cela a immédiatement suscité des spéculations. L'analyse d'échantillons prélevés sur ces structures a révélé qu'elles étaient principalement composées d'oxyde de fer, ainsi que de dioxyde de silicium et d'oxyde de calcium, des matériaux couramment présents dans les formations géologiques naturelles. Mais selon des articles publiés à l'époque dans les médias d'État chinois, environ 8% des matériaux n'ont pas pu être identifiés initialement à l'aide des données de référence disponibles. Ce détail a rapidement alimenté des rumeurs en ligne selon lesquelles ces conduits pourraient être la preuve d'une civilisation disparue, voire d'une origine extraterrestre. La disposition même des structures a ajouté au mystère. Certains visiteurs du site ont décrit les formations comme étant alignées et semblant reliées entre elles. Des grottes voisines contiendraient des structures tubulaires menant au lac, donnant l'impression d'un ancien système de drainage ou de transport. Mais de nombreux géologues pensent qu'il existe une explication beaucoup plus simple.
La théorie dominante est que ces prétendus conduits sont en réalité des racines d'arbres fossilisés ou des structures végétales minéralisées. Dans certains environnements, les eaux souterraines riches en fer peuvent progressivement remplir les espaces creux laissés par les racines ou la matière organique. Au fil du temps, les minéraux se solidifient en formations tubulaires qui ressemblent fortement à des tuyaux rouillés. Ce processus, parfois appelé formation de pseudofossiles, a été documenté dans plusieurs régions du monde. Pourtant, tout le monde n'est pas pleinement convaincu. Cependant, la difficulté d'accès à la région explique que de nombreuses questions restent sans réponse. Contrairement aux tuyaux de Baigong, la découverte suivante sur la liste apporte une réponse aux mystères qui les entourent. Numéro 5. Les statues qui marchaient de l'île de Pâques. L'une des îles habitées les plus isolées au monde se situe au cœur de l'océan Pacifique, à des milliers de kilomètres de tout continent majeur. Aujourd'hui, elle est connue sous le nom d'île de Pâques, ou Rapa Nui. Et disséminées sur son territoire se trouvent 887 statues de pierre colossales qui intriguent explorateurs, archéologues et ingénieurs depuis des siècles. Lorsque l'explorateur néerlandais Jacob Roggeveen y arriva en 1722, il eut du mal à croire ce qu'il voyait. Le long du littoral se dressaient des figures humaines gigantesques sculptées dans la roche volcanique, dont beaucoup mesuraient plus de 10 mètres de haut et pesaient des dizaines de tonnes. Certaines statues pesaient plus de 80 tonnes, soit à peu près le poids d'un semi-remorque chargé à bloc. Ce qui rendait cette découverte encore plus incompréhensible, c'était l'île elle-même. Rapa Nui est isolée, relativement petite et historiquement dépourvue d'outils en métal de grands animaux de trait et de moyens de transport à roues. Pourtant, les habitants de l'île, la civilisation Rapa Nui, ont réussi à sculpter ces monuments colossaux dans une carrière appelée Rano Raraku et à les transporter sur des distances allant jusqu'à 18 km à travers un terrain accidenté. Pendant des générations, les historiens ont supposé que les statues avaient été traînées horizontalement sur des traîneaux en bois ou roulées sur des troncs d'arbres. Mais cette explication posait problème. Elle aurait nécessité d'énormes quantités de bois, alimentant les théories selon lesquelles les forêts de l'île auraient été entièrement détruites par le transport des statues. Les archéologues ont également trouvé peu de preuves de l'infrastructure de transport massive qu'un tel système aurait exigé. Les chercheurs ont alors commencé à reconsidérer une affirmation que les Rapa Nui eux-mêmes avaient toujours eue. Selon la tradition orale locale, les statues n'avaient pas besoin d'être traînées, elles marchaient. Au départ, de nombreux scientifiques ont rejeté cette idée, la considérant comme une simple symbolique. Mais des expériences menées par les anthropologues Carl Lippo et Terry Hunt ont radicalement changé la donne. À l'aide de cordes attachées aux côtés d'une réplique de statue Moai, des équipes ont démontré que les figures pouvaient être déplacées verticalement par un mouvement de balancement contrôlé. En déplaçant son poids latéralement, la statue semblait avancer. La conception de la statue prenait alors tout son sens. De nombreux Moai possèdent de larges bases en forme de D et penchent légèrement vers l'avant. Ces caractéristiques améliorent la stabilité lors des mouvements verticaux. Les chercheurs ont également constaté que les anciennes routes menant à la carrière étaient conçues de manière à faciliter ce mode de transport par bascule. Lors de démonstrations modernes, des groupes relativement restreints ont réussi à déplacer des répliques de plusieurs tonnes sans machines sophistiquées. Mais cette découverte soulevait un autre mystère. Si les statues avaient été intentionnellement conçues pour se déplacer ainsi, alors les bâtisseurs de Rapa Nui possédaient une connaissance pratique approfondie de l'équilibre de la répartition du poids et de la mécanique des structures. Bien qu'ils n'aient laissé aucun document technique écrit expliquant comment ils avaient acquis ce savoir. Ce qui reste étonnant, c'est l'ampleur de la planification de l'expérimentation et de la sophistication qu'il a fallu à une civilisation insulaire isolée pour faire marcher des figures de pierre géantes à travers le paysage des siècles avant l'existence des techniques d'ingénierie moderne. Numéro 4. Les hiéroglyphes d'Abydos. À l'intérieur du temple de Séti le Ier d'Abydos en Égypte, se trouve un panneau de pierre sculpté dans le mur il y a plus de 3000 ans. Au premier abord, il ressemble à de simples hiéroglyphes égyptiens gravés en hauteur sur l'un des murs du temple. Mais lorsque des photographies du panneau ont commencé à circuler à l'époque moderne,
On a remarqué quelque chose d'étrange caché dans les symboles. Plusieurs des gravures semblent évoquer des machines modernes. Une forme ressemble étonnamment à un hélicoptère, avec ce qui semble être un rotor, un empennage et un cockpit. Des formes voisines ont été comparées à un sous-marin, un avion à réaction et même un engin ressemblant à une soucoupe volante. La ressemblance est si frappante que la plupart des personnes à qui l'on montre les images identifient immédiatement les mêmes objets sans aucune indication. Le problème est que le temple a été construit il y a plus de 3000 ans. Sa construction a commencé sous le règne du pharaon Sidi Ier, vers le XIIIe siècle avant notre ère, et a été achevée plus tard par son fils Ramsès II. Naturellement, les théories ont fleuri sur Internet. Certains ont avancé que ces gravures prouvaient que les anciens Égyptiens possédaient une technologie ou des connaissances bien plus avancées que ce que les historiens estiment. D'autres ont suggéré qu'elles témoignaient de l'existence de voyageurs temporels, de civilisations disparues ou d'un contact avec des extraterrestres. Mais les égyptologues proposent une explication tout autre. Selon l'archéologie conventionnelle, ces images résultent d'un phénomène connu. Des gravures plus anciennes sont recouvertes d'inscriptions plus récentes. Avec le temps, le plâtre et la pierre entre les deux couches s'érodent, ce qui entraîne la fusion visuelle de certaines parties des deux inscriptions en des formes entièrement nouvelles. Les chercheurs qui étudient le panneau d'Abydos pensent que les hiéroglyphes originaux gravés sous Séti Ier ont été ultérieurement recouverts. Modifiés sous le règne de Ramsès II, ces gravures ont vu leur surface se dégrader au fil des siècles. L'érosion a mis au jour simultanément des fragments des deux ensembles de gravures, créant par hasard des formes évoquant des véhicules modernes. Cette explication est étayée par la fréquence des inscriptions superposées dans les monuments de l'Égypte antique, notamment sur les sites ayant subi des rénovations successives. Les égyptologues qui ont examiné les gravures de près soulignent que ces formes ne paraissent modernes que sous un certain éclairage et un certain angle. Aujourd'hui encore, les visiteurs du temple peuvent observer ces gravures, qu'elles résultent d'une superposition et d'une érosion ancienne, ou d'un phénomène plus mystérieux. Elles demeurent l'une des anomalies visuelles les plus controversées de l'archéologie égyptienne. Numéro 3. L'homme qui attire les météorites. Dans le petit village de Gornja Lamavita, en Bosnie-Herzégovine, vit un homme nommé Radivoje Lajić, dont la maison a été frappée par des météorites confirmées à au moins 6 reprises. Depuis 2007, des roches venues de l'espace s'écrasent régulièrement sur sa maison. À chaque chute de pierre, M. Lajić la ramasse et contacte des scientifiques. À chaque fois, l'analyse donnait le même résultat, une véritable météorite provenant de l'espace. Certaines avaient endommagé le toit, d'autres avaient atterri dans le jardin ou aux alentours de la maison. Après les premiers impacts, on aurait pu penser à une étrange coïncidence. Mais au fil des années, les impacts se sont répétés et l'histoire a commencé à attirer l'attention internationale. Des scientifiques et des journalistes se sont rendus sur place pour tenter de comprendre pourquoi cette maison semblait être la cible de tous les impacts, tandis que les maisons voisines restaient intactes. Les chercheurs ont fouillé le sous-sol à la recherche d'anomalies. Ils ont vérifié la présence de champs magnétiques anormaux ou de concentrations de métal susceptibles d'attirer les météorites. Rien de significatif n'a été trouvé. Le terrain paraissait tout à fait ordinaire. C'est ce qui rend l'affaire si étrange. Les impacts de météorites sont déjà des événements extrêmement rares. La plupart des roches spatiales se consument dans l'atmosphère bien avant d'atteindre le sol, et la grande majorité des fragments survivants retombent sans danger dans les océans, les déserts, les forêts ou des régions inhabitées. La probabilité qu'une météorite percute une maison en particulier est considérée comme infime. Après les dégâts répétés causés par les chutes de débris, Lajić a finalement renforcé son toit avec des poutres d'acier. Dans les interviews, il a adopté un humour « pince sans rire » face à la situation, plaisantant sur le fait que les extraterrestres pourraient bien lui en vouloir personnellement. Parallèlement, il a admis que le phénomène avait paradoxalement amélioré ses finances. Des visiteurs curieux ont commencé à affluer au village pour voir la maison et la collection de météorites par eux-mêmes. Certains habitants ont même remarqué une régularité. Plusieurs impacts se seraient produits par temps de pluie, ce qui a amené les villageois à affirmer, non sans humour, que les météorites préféraient la pluie.
Les scientifiques, cependant, restent prudents quant à l'interprétation de ces événements. D'un point de vue statistique, des séries d'impacts improbables peuvent parfois se produire naturellement, même lorsque les probabilités semblent infimes. Mais personne n'a encore fourni d'explications convaincantes quant à la raison pour laquelle cette propriété a subi des impacts directs répétés, contrairement aux maisons voisines. Aujourd'hui, la maison de Radovoji-Logic reste l'un des cas d'impact de météorites répétés les plus étranges jamais documentés. Numéro 2. Les zigzags du désert de Gobi. En 2011, un chercheur consultant des images satellites sur Google Maps a remarqué quelque chose d'étrange au milieu du désert de Gobi, dans le nord de la Chine. D'immenses motifs en zigzag étaient gravés dans la terre, chaque ligne s'étendant sur près d'1,5 km, formant de grandes figures géométriques précises, manifestement d'origine non naturelle. Ces structures étaient si imposantes qu'elles ne pouvaient être pleinement comprises que vues du ciel, et personne ne savait immédiatement de quoi il s'agissait. Les images se sont rapidement propagées sur Internet, et les spéculations ont explosé presque du jour au lendemain. Certains pensaient qu'il s'agissait d'anciens géoglyphes, semblables aux lignes de Nazca au Pérou. D'autres affirmaient qu'il s'agissait de messages codés, conçus pour être vus depuis l'espace. Les théories plus extrêmes évoquaient des marqueurs de communication extraterrestre ou une technologie expérimentale secrète. Le lieu lui-même a contribué à alimenter le mystère. Le désert de Gobi est l'une des régions les plus reculées de la planète. De vastes étendues sont peu peuplées et difficiles d'accès, rendant toute investigation indépendante quasi impossible pour le commun des mortels. Lorsque d'étranges structures apparaissent dans des endroits comme celui-ci, les spéculations ont tendance à se développer plus vite que les faits. Mais dans ce cas précis, une explication plus plausible a fini par émerger. Le professeur Jonathan Hill de l'Université d'État de l'Arizona a identifié ces formations comme des cibles d'étalonnage utilisées pour les systèmes d'imagerie satellitaire. En termes simples, elles servent d'outils de mesure géants pour les satellites espions et les caméras de reconnaissance en orbite autour de la Terre. L'idée est étonnamment pratique. De grandes grilles géométriques placées en terrain désertique dégagé constituent des repères d'étalonnage idéaux, car elles sont stables et très visibles. Ces stations de calibration non affectées par l'urbanisation n'étaient pas construites en Chine. Des zones similaires ont été identifiées dans les déserts des États-Unis, notamment en Arizona et au Nevada, où les agences militaires et de renseignement américaines testent des systèmes d'imagerie et des équipements de surveillance aérienne. Lorsque les chercheurs ont comparé les modèles chinois à des sites de calibration connus ailleurs, le mystère a perdu de son aspect surnaturel. Les modèles du désert de Gobi ne témoignaient ni de l'existence d'extraterrestres, ni de civilisations anciennes. Ils révélaient l'ampleur du déploiement discret des technologies de surveillance modernes dans des lieux que la plupart des gens ne visiteront jamais. Numéro 1, la météorite martienne. Le 27 décembre 1984, la géologue Roberta Skor explorait une région gelée de l'Antarctique, près de la chaîne de montagnes Allen Hills, lorsqu'elle remarqua une petite pierre sombre sur la glace. Elle la ramassa et l'identifia comme une météorite. La pierre fut cataloguée sous la référence ALH 84001 et mise en réserve. Une décennie s'écoula. Puis, en 1996, une équipe dirigée par le docteur David McKay, scientifique de la NASA, annonça une nouvelle qui stupéfia immédiatement le monde scientifique. D'après leur analyse, ALH 84001 n'était pas une météorite ordinaire. Il s'agissait d'un fragment de Mars susceptible de contenir des traces de vie extraterrestre anciennes. La roche elle-même possède une histoire incroyable. Les scientifiques ont déterminé qu'elle s'était formée sur Mars il y a environ 4 milliards d'années. Des millions d'années plus tard, l'impact d'un astéroïde massif l'a projetée hors de la surface martienne et l'a envoyée dériver dans l'espace avant qu'elle n'atterrisse finalement en Antarctique il y a environ 13 000 ans. À l'intérieur de la météorite, les chercheurs ont identifié plusieurs caractéristiques qui, selon eux, indiquaient la présence de vie. La roche contenait des minéraux carbonatés, généralement associés à l'eau liquide, suggérant que Mars a jadis abrité des environnements capables d'abriter la vie. Elle contenait également des composés organiques appelés hydrocarbures aromatiques polycycliques,
des molécules souvent liées sur Terre à la décomposition de la matière biologique. Mais les découvertes les plus controversées étaient microscopiques. Grâce à de puissants microscopes électroniques, les scientifiques ont observé de minuscules structures ressemblant à des bactéries fossilisées. Et surtout, elles contenaient des cristaux d'un composé appelé magnétite, chimiquement pur et structurellement parfait, une caractéristique que l'on attribuait alors uniquement à la production de bactéries vivantes. De nombreux scientifiques ont soutenu qu'aucune preuve ne démontrait de manière concluante l'existence de la biologie. Des réactions chimiques sans lien avec la vie peuvent également créer des minéraux carbonatés et des composés organiques. Les critiques ont souligné que ces structures semblables à des fossiles étaient bien plus petites que les cellules vivantes connues, ce qui soulevait des questions quant à leur capacité réelle à assurer des fonctions biologiques. Les cristaux de magnétite sont devenus le cœur du débat. Certains chercheurs ont insisté sur le fait que leur pureté et leur forme suggéraient fortement une origine biologique. D'autres ont démontré que des cristaux similaires pouvaient se former par des processus géologiques rares et non vivants dans des conditions spécifiques. Près de 30 ans plus tard, ce débat n'est toujours pas clos. Et il est devenu évident que certaines des questions les plus importantes que l'humanité se soit jamais posées restent encore sans réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Découvrez maintenant d'autres histoires fascinantes dans les vidéos qui s'affichent à l'écran.